Bonjour, Monsieur Lessard, Pierre Lessard. Quel honneur, quel plaisir de vous accueillir à cette entrevue qui sera présentée aux membres du groupe Facebook Observation méditative. C'est un honneur pour moi. Aussi pour moi, Yves, de te retrouver après tant d'années. On se connaît depuis plusieurs années. Et quand même, là, on se retrouve. Alors, c'est une véritable joie et d'être avec toi et les gens de ton groupe aussi. Ben, merci, Pierre. Parce que c'est vrai, on s'est connus par l'intermédiaire d'un homme pour qui on a beaucoup, j'appelle pas ça de l'estime, beaucoup d'amour, qui était Guy Corneau. Tu as été à une époque son bras droit, son grand ami. Je crois que tu as été un grand frère pour Guy Corneau. Euh, je dirais le privilège d'être près de lui jusqu'à son dernier souffle. On peut dire que c'est plus qu'un ami de pouvoir avoir ce privilège-là. Alors, de te retrouver après tant d'années, c'est, comment je dirais ça, c'est inspirant pour moi parce que je sais la qualité d'homme que tu es. Et de tout ton parcours que j'aimerais que tu nous partages. L'homme qui était en études administratives, qui détient un MBA, on dit au Québec un MBA, on le prononce en anglais, et MBA en administration de gestion d'entreprise qui, je dis pas bifurque, mais qui a vu une voie différente là-dessus. Qu'est-ce, pas rapidement, mais quel était l'élément déclencheur pour toi de ce changement d'orientation à un âge si jeune, là, quoi, à une trentaine d'années, que tu as pris un volet différent? Oui, une réorientation totale, non seulement de carrière, mais de vie totale à 33 ans. Et ça faisait 15 ans que j'œuvrais dans la gestion parce que mes études, j'ai commencé par faire un DEC, un cégep. Donc, au niveau collégial, terminal de 3 ans, et commençais à travailler tout de suite vers 18 ans. Oh, moi, Et pendant que je travaillais dans une multinationale, je suivais mes études universitaires. Donc, j'ai fait un premier cycle universitaire le soir. Je faisais à temps plein le soir. Et j'ai continué après ça avec une maîtrise que j'ai fait en travaillant aussi à cette époque-là. J'étais professeur aussi au niveau collégial, professeur de gestion. En même temps, j'ai commencé à méditer vers l'âge de 19 ans, 20 ans. Et je vivais déjà durant les premiers moments sans étudier la méditation, juste en me posant comme ça au sol. J'ai vécu des états d'extase dès les premiers moments où j'ai fermé les yeux pour être en contact. Et ça a toujours été des moments spéciaux, des moments d'union à moi-même, des moments de très, très, très grande joie. Donc, ça m'a animé. Et je me souviens qu'à 20 ans, je me disais, un jour, je vais écrire un livre, je ne sais pas pourquoi, ça va s'appeler La vie. Et ça m'animait. Il faut dire que quand j'étais jeune, 13 ans, 14 ans, 15 ans, je voulais être un chirurgien et œuvrer pour Médecins sans frontières. C'était mon rêve. OK. OK. Que s'est-il passé pour que tout à coup, au moment de m'inscrire, je coche administration? Eh bien, il s'est passé des choses que j'ai compris beaucoup d'années plus tard, ou qui étaient de l'ordre de l'insécurité familiale, donc une famille d'ouvriers qui avait eu beaucoup de difficultés, un père qui était très, très malade, et donc des difficultés financières majeures qui accompagnaient les difficultés de santé. En fait qu'à cette époque, il m'avait été inculqué l'importance de gagner sa vie et de La bien la responsabilité gagner. financière. Et à ce moment-là, en gestion, on était certain d'avoir un travail. Effectivement, quand j'ai fini au niveau du collège, j'ai eu 5 offres d'emploi par des grandes entreprises. Alors, ça se passait bien. Et il s'est passé, mais l'aspect humain m'a toujours plu davantage parce qu'au premier cours universitaire, je me souviens d'avoir dit à l'intérieur de moi, j'aime pas vraiment ça, la gestion, j'aime pas ça. Mais en même temps, j'avais le défaut de bien réussir. J'ai dit le défaut, ça m'ennuie. Je réussissais bien, non seulement dans les études, mais je réussissais extrêmement bien au travail. J'avais des promotions continuellement. Donc, il y avait une forme de reconnaissance extérieure qui faisait en sorte que je continuais. Regarde, au moment de faire le MBA, justement, là où je m'étais inscrit, j'étais allé voir un professeur à l'Université du Québec, un prof
un chef au doctorat. J'ai dit, je vais faire mon doctorat en psychologie et j'ai un projet de créer un nouveau type de collège universitaire pour faire en sorte que les étudiants sachent comment s'orienter. Et il avait aimé mon projet, il m'avait dit, fais quelques cours en propédeutique à la maîtrise et puis je vais te prendre le doctorat. Et quand j'ai voulu m'inscrire à la maîtrise, ben, il fallait que j'aille un deuxième choix. Je n'avais pas le choix pour que ça fonctionne dans le système. Donc, j'ai coché MBA. J'ai été accepté au MBA qui commençait avant la maîtrise. Et donc, on m'a dit, si tu refuses d'aller au MBA, ta demande va sortir du circuit. J'ai commencé et finalement, à la maîtrise, j'ai été refusé parce que j'étais déjà dans le milieu du travail et on voulait privilégier des plus jeunes. Alors, j'ai dit en cahier, j'ai fait mon MBA, mais je l'ai fait en développant une technique d'études que maintenant je vais présenter sous la forme d'une approche qui s'appelle contact. Je vous en parlerai tout à l'heure. Mais j'ai choisi d'entrer en relation vibratoire avec les professeurs, avec les livres, de ne pas lire les livres, de ne pas étudier, mais d'utiliser des facultés subtiles pour contacter la matière. T'es Et déjà ça, jeune, Pierre, déjà jeune, l'aspect humain prédominait en toi. L'aspect tout à fait. travail était comment je dirais ça, une ressource financière, de sécurité financière, mais l'aspect humain était présent en toi. Certainement, certainement. Parce que même en gestion, je voulais aller vers l'aspect des relations de travail, c'est ça qui m'intéressait, l'aspect psychologie, c'est ça qui m'intéressait, c'était là. Et j'aimais enseigner aussi, j'aimais comprendre l'être humain, comprendre ce qui l'animait, ce qui lui faisait peur et tout ça. Donc ça, c'était plus important. Et les facultés de l'être humain, ça m'intéressait vraiment à fond. Donc j'ai fait la maîtrise de cette façon en utilisant des facultés subtiles et j'ai eu des notes parfaites Oh, partout dans tous les cours. Alors, ça a été une très grande expérience. Et à ce moment-là, j'étais professeur, j'avais une librairie aussi, et je travaillais comme consultant. J'avais ma propre petite boîte et je travaillais avec des amis dans leur boîte de consultation. Et ce qui a été le déclencheur, parce que tout réussissait bien, mais je m'apercevais que moi, l'être que j'étais ne s'épanouissait pas tellement, mais je réussissais. Donc, il y avait toute la notion de réussite sociale, professionnelle qui était d'un côté, puis de l'autre côté, je n'étais pas vraiment heureux. Je m'apercevais que je compensais en m'offrant tout ce que je voulais. Alors, à un moment donné, on est un vendredi après-midi et on avait une entente avec une institution financière assez importante au Québec. On avait un contrat pour recréer des formulaires, pas des formulaires bancaires sans intérêt particulier. Mais là, ce qu'ils ont demandé, c'est que ça soit prêt le lundi matin. Et là, j'ai réalisé que cette demande allait faire en sorte que des gens allaient travailler tout le week-end, laisser leur famille de côté pour arriver à concevoir ce travail-là. Et je me suis dit à l'intérieur de moi, qui dans le monde ou l'univers attend-il après ce formulaire bancaire? Est-ce que ça ne peut pas attendre une semaine? Qu'est-ce que ça va changer dans le monde? Mais là, il y a des gens qui vont vivre une difficulté humaine à cause de ça. Et ça a été la goutte, en fait. Ça a été la goutte qui a fait que c'est pas dans ma voie. Alors, j'ai vraiment décidé de tout laisser, de vraiment tout laisser. Et en laissant tout, ça m'a amené à une faillite totale parce que j'avais cautionné à la banque cette entreprise-là de mes amis et ils n'ont pas payé. Donc, la banque est venue vers moi et donc j'ai tout perdu. oh là J'ai là. perdu tout ce que j'avais, j'ai perdu mes amis et j'ai choisi de laisser la gestion. Ma famille n'a pas compris, donc il y a eu comme un rejet familial aussi. Je me suis retrouvé totalement seul à 33 ans dans ma vie. Là, tu sortais du Et cadre de la conformité, comment quelqu'un réussissait sur le plan professionnel et qui sent un appel à l'intérieur de lui que peu de gens peuvent comprendre qu'on reçoit un appel. Confronté voilà. à ça, hein? Confronté aux autres et à soi.
Et je l'ai vécu extérieurement à la dure parce que je me trouvais seul, sans famille, sans amis, sans argent. Et à la fois, je me souviens, le premier jour où même ils sont venus chercher ma voiture et tout, je sentais une joie profonde d'être là, présent en contact avec moi, tu sais, dans une relation profonde avec moi. J'avais une joie de vivre. Et je me suis rendu compte qu'après avoir tout perdu, il me restait l'essentiel. Il me restait moi. C'est moi qui existais avec tout ce que j'étais et la vie s'ouvrait. J'avais l'impression de renaître, que la vie s'ouvrait à moi. Je me sentais comme un adolescent qui avait toutes les possibilités. Ce qui m'a intéressé à ce moment-là, c'est l'énergie. En fait, j'ai recréé des relations d'amitié et pour être avec ces amis-là, j'ai été à une formation sur l'énergie et ça m'a plu énormément et je me suis déployé dans ça pendant quelques années. J'ai aussi répondu à un de mes grands rêves, c'était de partir à travers le monde avec un sac à dos. Et je suis parti avec un billet d'aller seulement. J'étais en Inde, j'ai passé plusieurs mois en Inde, j'étais surtout en Asie, mais aussi en Amérique du Sud. J'ai rencontré des grands maîtres qui m'ont expliqué ce qui se passait en moi et dans différents ashrams, sans chercher. Je m'étais dit, je ne veux pas chercher à rencontrer des maîtres ou à vivre un côté spirituel, je veux juste me laisser guider de l'intérieur. Ça m'a amené chez des maîtres assez connus dans le monde et qui ont reconnu des éléments en moi, qui m'ont transmis ce qu'ils ressentaient, ce qu'ils reconnaissaient. Et quand je suis rentré au pays après 18 mois, ben, j'ai aussi continué à voyager. J'ai continué comme guide de voyage tout en... Je guidais pendant un groupe ou deux, 6 semaines, et après j'allais dans les différents pays, Népal, l'Inde, le Tibet, un peu partout. Je rencontrais des sages, je rencontrais des maîtres. Et sans le savoir, j'étais en formation, quoi. J'étais Autrement en dit, tu formation. répondais à ce qui était présent en toi, Voilà. sans te soucier nécessairement d'une préoccupation dominante de revenus, de responsabilité financière ou quoi que ce soit. Tu te laissais aller et tu faisais confiance à la vie. Exactement. Quand j'ai arrêté cette vie-là de guide, etc., j'avais 42 ans, 43 ans, j'avais rien. J'avais pas d'argent, j'avais rien. Et, euh, et je faisais des soins énergétiques et les soins énergétiques m'ont amené vraiment, ont ramené l'enseignant en moi parce que j'avais enseigné 10 ans en gestion. Et l'enseignant a émergé à nouveau et j'ai commencé à enseigner les soins énergétiques. Je les ai enseignés pendant 20 ans. Oh là là. Et en faisant des soins, j'ai appris à connaître vraiment l'être humain. Parce que c'était pas juste un soin, moi je te guéris. Dans moi, c'est tu te guéris. Et moi, je suis un déclencheur, un stimulant, etc. Et en faisant des soins, en connaissant les gens et en enseignant les soins, j'ai vraiment développé une connaissance profonde de l'être, de son corps, de son cœur, de l'être, de son âme, de son esprit. Et j'avais différentes... J'enseignais aussi, j'avais commencé à faire des ateliers, enseigner. C'est comme ça que j'ai aussi, sous cette forme, rencontré Guy Corneau. Et c'était une belle histoire parce qu'on a œuvré ensemble pendant 25 ans jusqu'à son départ. Et je me souviens encore la première fois qu'il me dit, viens, on va faire un grand séminaire. Je dis, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Il dit, je ne sais pas, mais viens. Alors, on a créé ensemble plusieurs grands séminaires avec des grandes équipes, une trentaine d'intervenants. On a créé aussi Vivre en santé, un parcours santé. On a enseigné vraiment énormément ensemble, plus en Europe qu'au Québec. Oui. Quelquefois, on était au Québec, mais on a enseigné beaucoup en Europe, en France, en Suisse et en Belgique. Et comme ça, oui, on avait une collaboration professionnelle, mais comme tu dis, on était des amis, on était des frères. Et on avait en même temps chacun nos œuvres de chaque côté de nous. Je faisais des ateliers, il en faisait. Il venait quelquefois à mes conférences, j'allais à ses conférences. Il y avait un partage comme ça. On habitait un à côté de l'autre pendant Ouais, ouais. 15 ans.
On a habité à Outremont ensemble et après, on a habité dans la forêt un à côté de l'autre. Donc, deux amis qui partagent, qui œuvrent ensemble et à la fois qui ont leur œuvre de chaque côté. C'était vraiment très, Toujours très, dans très la quête de fructueux. soi, hein, toujours dans aller à la connaissance théorique de soi, mais aussi dans comment je dirais ça, dans l'aspect tout évolutif du mouvement de la vie, comme Guy Corneau disait souvent, hein, être présent à son mouvement à soi dans le mouvement de la vie. Vous n'étiez pas des gens, toi et Guy, qui transmettiez nécessairement que des connaissances, mais vous transmettiez cet élan de vie-là. Oui, voilà, élan de vie, et c'est un terme que j'ai transporté dans mon cœur, dans mon esprit pendant les 40 dernières années et qui m'anime encore. En fait, je parlais de l'élan de vie, juste pour vous dire que Guy avait vraiment toute une dimension psychologique avec une grande ouverture spirituelle. Puis moi, je m'étais développé dans une dimension spirituelle avec une ouverture psychologique. Donc, ça faisait comme une danse ensemble, les deux. Et l'élan de vie, pour moi, ça a été toujours comme un élément fondamental où j'amenais les gens à ressentir. Donc, c'est pas théorique, ressentir physiquement, concrètement, subtilement, l'énergie de vie qui vibre dans leur bas-ventre, stimuler cet élan de vie dans le bas-ventre pour qu'il s'élève jusqu'au cœur et qu'ils en viennent à vivre leur vie. L'idée derrière tout ça, c'était que mon envie qui m'anime encore, c'est que une personne vive une vie qui est le miroir de qui elle est. Et non Exact. pas qu'il y ait un écart entre sa vie et elle-même. Et donc, pour faire ça, c'est de répondre à cet élan de vie, d'y répondre dans tout ce que la personne est, dans ses choix d'activité, dans ses choix de travaux, dans ses choix d'expression d'eux-mêmes. Et c'est pour ça que j'ai parlé, et avec Guy, on en a parlé longtemps, d'expression créatrice, qui est pas nécessairement artistique, qui peut être artistique, mais c'est exprimer le créateur en soi, parce qu'on est tous des créateurs. Un enseignant est un créateur, un soignant est un créateur, un charpentier est un créateur, tout le monde est créateur. Ce qui importe, c'est que la personne crée en fonction de ce qui vibre dans son ventre. Donc, je dis souvent de façon très explicite, qu'est-ce qui te fait vibrer dans tes tripes? Et aller retrouver cette sensation profonde. Et j'en viens jusqu'à dire que c'est à partir de ça qu'on va permettre à l'être d'être lui-même, de sentir qu'il est lui, donc de se connaître, de se pacifier, de s'aimer profondément. Et lorsque l'être est en paix et qu'il s'aime profondément parce que ce qu'il est et sa vie ne font qu'un, eh bien l'amour pour la vie, l'amour pour les autres devient naturel parce qu'il n'a plus d'attente. Alors, Plus d'attente, plus de réflexe d'être sur sa défensive, qui fait qu'aujourd'hui, par l'intermédiaire de Symphonie, qui est une œuvre que tu as créée et que tu développes toujours en ce moment, c'est cette approche-là de répondre à cet élan créatif en nous, dans comment je dirais ça, comme tu viens de dire, dans un élan de créativité, mais à trouver son amour à soi pour être capable d'aimer les autres aussi. c'est un élément fondamental et central de Symphonie. Symphonie a été créée avec Isabelle Lefebvre, qui est la grande visionnaire de ça, de l'œuvre dans toutes ses ramifications, qui l'est toujours. Donc, avec Isabelle, on a pensé que vraiment que Symphonie était un ensemble d'êtres humains que je vais comparer à un orchestre, en fait, pour bien comprendre. Dans un orchestre, chacun joue de son instrument et l'ensemble est une symphonie. Et si quelqu'un n'est pas sur son instrument ou si quelqu'un joue quelque chose qui n'est pas son instrument, ben, ça ne sera pas aussi harmonieux que si chacun joue son instrument. Et chacun va retirer une joie profonde, un amour en jouant son instrument et l'ensemble va être extraordinaire. Alors, cette
cette vision-là, on l'applique aussi au monde entier. Si chaque être humain en vient qu'à jouer de son instrument, c'est-à-dire répondre à son élan de vie, eh bien, il va être en paix, il va être en harmonie, et on va créer ensemble un monde symphonique. Et j'en viens jusqu'à dire que cette réponse à l'élan de vie est un élément de solution de tous nos maux sur la terre. Parce que lorsque quelqu'un est dans la paix, dans la joie et dans l'amour de lui-même, eh bien, il soulage ses maux physiques et psychiques. Et si 8 milliards de personnes répondent à leur élan de vie, sont en paix avec eux-mêmes, sont dans la joie et l'amour d'eux-mêmes et de la vie, eh bien, il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de guerre, il n'y a plus de problèmes économiques, politiques, etc. Il y a une fraternité humaine. Alors, là, tu vas dire, je suis rendu dans l'utopie, mais en fait, ça commence par une personne, puis un autre, puis un autre, puis un autre, qui répond à ce qu'elle est. Donc, oui, la puissance du cœur, mais oui, la puissance de l'élan de vie pour permettre cette ouverture du cœur et l'amour de soi. Symphonie est comment je dirais ça, c'est une œuvre, c'est une organisation auquel vous accompagnez les gens à trouver leur propre élan de vie. Alors, oui, entre autres. Entre autres. D'ailleurs, je vais mettre sur pied déjà dès l'automne un parcours qui prend 6 mois, qui va aider les gens à se réorienter totalement dans leur vie pour répondre à leur élan de vie. Donc, je fais des ateliers, je fais des différents cours qui aident ça, mais je vais mettre aussi une œuvre qui s'appelle Élan de vie, qui va permettre aux gens de réorienter leur vie pour que leur vie soit le reflet d'eux-mêmes. Or, Symphonie accueille, si on veut, des acteurs créateurs. Par exemple, actuellement, il y a moi qui est dans une perspective spirituelle. Il y a une autre personne qui est vraiment dans son élan, qui enseigne la méditation, la pleine conscience et qui fait une forme d'accompagnement thérapeutique psycho-spirituel. Mais il y a aussi une autre personne qui, elle, accompagne les femmes enceintes du début jusqu'à la naissance pour qu'il y ait une naissance harmonieuse et qui implique aussi le mari. Il y a Isabelle qui œuvre aussi à transformer les structures organisationnelles de la société, des entreprises, pour faire en sorte que les entreprises aient des structures d'un nouveau monde, d'un monde qui justement respecte l'élan de vie. Donc, amener aussi dans les entreprises une façon d'engager des gens qui sont dans leur élan de vie plutôt que des gens qui ont juste besoin du salaire. Alors, donc, il y a toute la dimension de l'entreprise. Isabelle avec les nouvelles structures du monde pour des organismes, pour une ville, pour un pays. Elle œuvre au niveau de toutes ces structures-là. Donc, il y a une cellule qui s'occupe des organisations. Il y a une cellule qui est vraiment typiquement profondément spirituelle. Puis il y a une autre cellule qui est tout un ensemble de personnes. Actuellement, on est 3, 4, et il va s'ajouter des gens. Il pourrait y avoir quelqu'un, par exemple, qui œuvre au niveau du tai chi. On pourrait avoir quelqu'un qui œuvre au niveau, qui est un bâtisseur et qui vibre à la perspective de créer des maisons qui sont en harmonie avec l'environnement et en harmonie avec l'être humain. Donc, il pourrait avoir... Vous accueillez toute personne qui est réellement dans son élan créatif et qui peut en faire bénéficier à d'autres personnes. C'est ça. Et qui, lui-même, est dans une voie spirituelle que j'enseigne, qui n'est pas dogmatique, qui n'est pas sectaire, qui n'est pas fermée, qui est ouverte, mais qui est basée sur ces valeurs de l'élan de vie, les valeurs du cœur, qu'on appelle aussi de l'amour et la conscience. C'est clair, le contact a été fait il y a quelques semaines dans le but de t'inviter à participer à un panel qu'on organise sur la thématique de la peur. Comment vivre avec ses peurs. Est-ce que tu crois ou tu penses, ou tu sens que une des difficultés des gens à être en contact ou à reconnaître leur vrai élan de vie, c'est qu'ils ont une peur. Exemple, mettons, bien des gens dans ta situation à la trentaine, quarantaine d'années de vie, où tu avais un succès administratif et tout, il y a bien des gens qui auraient eu peur, de faire faillite,
et peur de tout laisser pour autre chose. Est-ce que la peur peut être un élément qui peut empêcher des gens à être créatifs ou être en contact avec leur élan de vie? Ah, tout à fait, mais tout à fait. D'abord, peur du manque, évidemment, peur de ne pas réussir, peur de ne pas être à la hauteur de leurs propres attentes, peur de déplaire à leur famille, leur environnement, peur de ne pas être aimé dans ça, peur de rater leur coup. Alors, il y a tout un ensemble de peurs. C'est tellement vrai. Je dis même que la peur est à la source de tous les maux psychiques, physiques, évolutifs. Et donc, c'est important. Ce thème-là, pour moi, est majeur. Pouvoir rencontrer ces peurs, pas les occulter parce qu'on leur donne toute leur force d'agir dans l'ombre, pas non plus les renier comme si elles n'étaient pas importantes. La peur, elle est forte. Donc, les rencontrer, leur faire face, communiquer, dialoguer. Je suis beaucoup dans la communication. J'ai créé aussi un environnement en parallèle qui s'appelle le dialogue avec les cellules. C'est offert gratuitement sur le site de Symphonie. C'est une guidance que j'avais créée et que j'ai guidée au début avec Guy. J'ai créé pour Guy quand il a eu ses difficultés de santé et qu'il s'agit de aller entrer en contact avec soi, entrer en contact avec la conscience cellulaire pour comprendre ce que le corps veut nous dire dans ses difficultés physiques pour transformer ce qu'il a transformé pour retrouver sa santé. Donc, c'était ma parenthèse, mais je reviens à communiquer. Donc, je communique avec la peur. Souvent, j'utilise des techniques symboliques pour communiquer avec quelque chose qui représente notre peur, pour lui demander, qu'est-ce que tu veux vraiment me dire? De quoi tu me parles? De quelle blessure je vais à transcender? Parce que la peur naît d'une blessure, consciente ou inconsciente. De là qu'on dit aussi la peur est notre ombre qu'on a rencontrée. Oui, 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 oui. C'est un aspect qui caractérise ce que j'appelle le personnage, l'image de nous autres. Ça l'a formé. La peur, donc, elle vient nous subjuguer avec des croyances aussi qui nous subjuguent. Elle vient conditionner nos états, nos attitudes, nos pensées, nos comportements, nos paroles même. Souvent, par exemple, c'est la peur qui fait dire telle chose à quelqu'un sans qu'il se s'aperçoive, parce que si ça peut être très brut, ça peut être aussi presque vicieux, très, très camouflé dans quelque chose. Alors, c'est fascinant et j'invite toujours les gens à se fasciner d'eux-mêmes plutôt que de dire, tiens, là j'ai un problème, il faut que j'œuvre avec mes peurs. Je dis, tiens, on va se fasciner. On va prendre le temps de nommer les peurs, de les identifier et d'entrer en relation avec la peur pour voir qu'est-ce qu'elle veut me dire, qu'est-ce qui en moi la nourrit, cette peur-là, et comment elle peut me propulser même. Elle est un signal. Elle vient me permettre de me faire comprendre quelque chose pour me permettre d'être plus moi-même par la suite. Et si je ne fais pas cette rencontre, elle fait l'inverse. Elle me coupe de moi-même. Ben, c'est ça, je ne voulais pas t'interrompre, mais quand tu dis il faut rencontrer ses peurs, ça demande un certain courage, je crois, dans un premier temps. Mais il y a même des gens qui ont, on appelle ça au Québec, la peau dure et tout, dans le sens qu'ils ont même peur de rencontrer leur peur. Oui. Euh, Alors, il y a tout un processus, comment je dirais ça, de présence à soi. On revient souvent au même thème, hein, être présent à soi, être présent à ce qui est, ce qu'il y a, ce qui se passe en soi, dans ce mouvement, dans cet élan de vie. Et dans l'élan de vie, ben, il y a toujours un élan créatif. Et c'est ce que comment je dirais ça, que tu prônes dans ton enseignement, parce que tu es un très grand enseignant. Je calcule que tu es plus un enseignant, excusez, un enseignant qu'un guide spirituel qu'on peut consulter. Tu accompagnes les gens dans leur essence de vie, dans leur essence d'être. Et Symphonie offre ce volet-là, si je comprends en ce Oui, moment-là. je suis un enseignant, c'est vrai. Je suis aussi, ce que je veux dire aujourd'hui, je suis un guide spirituel et
je suis comme pas disponible. Si les gens m'appellent, je guide les gens qui sont très impliqués dans symphonie, mais aussi, par exemple, je vais guider spirituellement un médecin dont les buts sont vraiment d'œuvrer pour transformer la compréhension des gens sur la maladie. Je vais guider un enseignant qui veut vraiment éclairer les gens sur ce qu'ils sont. Donc, je fais une guidance spirituelle, une guidance de vie individuelle. Juste avant qu'on se parle, j'ai fait 2 rencontres avec des gens que je guide. Il y a des jeunes gens qui ont 20 ans que je guide dans tout leur parcours. Il y a des gens qui ont 90 ans. Il y a vraiment plusieurs personnes que je guide individuellement dans leur parcours d'évolution spirituelle. Euh, des gens qui œuvrent et qui veulent œuvrer pour comme une contribution à ce que le monde soit meilleur et qui sont aussi dans une perspective spirituelle. Donc, c'est ce qui prend le plus de place. Je guide des gens spirituellement, c'est ce qui prend le plus de place. Et j'enseigne aussi. J'enseigne ce week-end sur les dimensions. C'est un axe que je prends beaucoup, les dimensions de l'être humain. Quand l'être humain découvre ces différentes dimensions et la capacité d'entrer dans une autre dimension de lui-même, eh bien, il s'affranchit beaucoup de la dualité, il s'affranchit de la sensation qu'il est limité. Il retrouve plutôt sa grandeur, sa beauté, il retrouve sa force de vie aussi, mais aussi il permet à ses facultés de s'émanciper énormément. Donc ça, c'est un axe sur lequel j'œuvre beaucoup, sur les différentes dimensions de l'être humain qui lui font réaliser sa grandeur au niveau universelle, sa grandeur spirituelle aussi. Extraordinaire. Alors, les gens qui nous écoutent peuvent aller tout chercher une information complémentaire à ce que tu nous as partagé sur ton site symphonie.com, c'est bien ça? Oui, en fait, vous allez le trouver sur symphonie.life. Point live. LIF.com, c'est un autre organisme. OK. C'est symphonie.life. Et sur le site Internet, ben, il y a les explications sur ça. Et les gens vont pouvoir te revoir jeudi de cette semaine, le 30 mars, à notre panel sur la thématique de la part. Et au grand plaisir, Pierre, de te retrouver à un autre panel ou à une formation. Et on peut dire aux gens que tu es aussi actif sur le côté européen que sur le côté du Québec. Hein? Ah, tout à fait. Je suis en Europe actuellement et c'est moitié-moitié. C'est autant en France, en Belgique, en Suisse qu'au Québec. Ah ben, on se croise quand tu arriveras au Québec. Merci beaucoup, Yves. Merci de ton invitation et à jeudi soir. Ben, merci et encore un grand honneur de t'avoir rencontré et de renouer le lien avec toi, Pierre. Merci de ta Moi générosité. aussi. Au Merci. revoir. Bye.